Stéphanie Antoine qui animera le panel suivant. Bonjour, je suis ravie. Je suis ravie d'être avec vous pour cette 3e édition du New York Forum. Je suis avec Rob Herzog. Rob Herzog is my guest. He's from South Africa. Alors, Rob Herzog, mon invité, vient d'Afrique du Sud alors qu'il est basé à Londres et il vient de créer un club qui, je pense, s'appelle Invest Africa. Donc, un club de réseau de lobbyistes entre personnes particulièrement intéressées par les éventuels risques à prendre en Afrique. Bienvenue. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les membres autorisés à votre club? What Africa really wants is... Eh bien, nous nous concentrons essentiellement sur les capitaux intelligents en conjoncture avec les ressources humaines intelligentes. C'est ce dont l'Afrique a besoin et ce que nous aimerions amener à l'Afrique. Est-ce que vous pensez que certaines personnes correspondent à cette définition? Certainement. Et il y a déjà de nombreux membres actifs et quelques postulants. Et les francophones sont autorisés aussi à votre club? Et bien sûr, ils sont tout à fait les bienvenus. Au club de Rob Herzog. You said, Rob, that Africa is investment opportunity. OK. Donc, quelle est votre évaluation alors en tant qu'investisseur? Eh bien, les Nations Unies ont produit un rapport il y a 3 ans de cela disant que le retour sur investissement étranger direct était plus élevé en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Alors, l'Afrique est en plein éveil, en pleine croissance. On n'a eu que trop d'exemples et l'orateur nous citant des exemples et des illustrations de ce fait au cours déjà des premiers jours et demi de ce séminaire. Alors, il ne faut pas laisser passer les opportunités et faire en sorte que d'ici 10 ans, on ne puisse pas se tourner en arrière en se disant, tiens, nous avons laissé s'échapper telle ou telle opportunité. Donc, je ne veux pas que la Chine et la Russie nous dament le pion immanquablement. Autrement dit, vous voulez réaliser des bénéfices en Afrique et vous souhaitez la même chose à vos investisseurs. Bien sûr, le bénéfice est une chose tout à fait saine et naturelle. Alors concrètement, pour l'Afrique, que souhaitez-vous? Eh bien, que l'on investisse dans certains domaines, évidemment les infrastructures, l'énergie, les biens de consommation. Dans tous ces domaines-là, l'argent peut créer des opportunités, permet d'éduquer les gens, de créer des opportunités ou des niches de croissance qui sont tous ensemble des opportunités, des investissements sociaux qui valent la peine. Oui, donc en gros, vous voulez contribuer à la création d'emplois. La Banque africaine centrale estime entre 72 et 88 milliards les besoins en investissement. Comment peut-on aider les petites et moyennes entreprises à se lancer dans l'aventure? Eh bien, vous savez, en Afrique du Sud, qui a particulièrement à cœur justement le sort des petites et moyennes entreprises, eh bien, il faut toujours un bon business plan et des échelles d'économie pour pouvoir attirer les capitaux étrangers. Alors, quels sont vos intérêts authentiquement, réellement? Eh bien, ce sont les intérêts des consommateurs à terme. Ça peut toucher au secteur de l'immobilier, des finances, des télécoms, mais aussi du secteur énergétique, bien entendu. Alors, vous voulez dire l'aviation aussi? Les transports sont tout de même un élément clé en Afrique, je pense. Donc, comment pouvez-vous convaincre certains gouvernements africains de vous tourner vers ces secteurs aussi particuliers? Donc, en fait, les gouvernements nous ont accordé certaines autorisations. Et maintenant, 55% des adultes, dans le domaine des télécoms, par exemple, qui était mon premier exemple, et maintenant 55% des adultes se promènent avec un téléphone en main. Donc, l'idée et le motto, c'est donnez-nous les autorisations et laissez les industries et les capitaux privés se mouvoir librement, finalement. Parce que je pense que Richard a suffisamment mis en exergue les sujets des infrastructures et de l'énergie, mais je parle par exemple d'autres secteurs tels que les lignes aériennes. Il est évident que si ce secteur aéronautique devait retomber dans l'escarcelle du gouvernement, nous irions droit à l'impasse en réalité. Donc pour pouvoir déployer ces ressources efficacement, au vu d'un certain d'autres succès, il faut laisser la place au secteur privé. Comment expliquez-vous le succès pourtant des compagnies étatiques, par exemple des Émirats arabes unis? Eh bien, je pense qu'ils ont adopté des méthodes de management tout à fait typiques du secteur privé. Bon, voilà, nous avons aussi de très nombreux contre-exemples où, finalement, les lignes aéronautiques finissent par se réduire à une espèce de tour opérateur pour touristes, alors qu'il s'agit de déplacer les passagers d'un point A à un point B en toute sécurité au meilleur prix, au meilleur rapport qualité-prix. Donc les gouvernements, s'il vous plaît, restez en dehors de ce secteur. Comment les États réagissent-ils pour la plupart à vos avertissements? Eh bien, en fait, tout le monde
ici présents, nous sommes parfaitement conscients, en général, même si nous ne l'admettons pas à voix haute, que les gouvernements ne peuvent que mettre le chaos dans ce genre de secteur. Donc vous pensez vraiment... Mais oui, le socialisme ne fonctionne pas, on le sait quand même depuis longtemps. Mais alors, quelle est la leçon à tirer finalement de ces crises énormes qui ont pu affecter le secteur et que vous ne voulez pas importer en Afrique, puisque c'est vrai qu'elle n'a pas pris son origine sur le continent africain en tant que supporter et fan inconditionnel du libre marché? Eh bien, je dirais que, personnellement, j'investirais sans hésiter dans le secteur aéronautique, mais il y a encore trop de barrières pour l'instant, dont le gouvernement est à l'origine. Des barrières de réglementation, des autorisations de survol et toute une série de choses qui créent des coûts inutiles. Alors que, je vous le rappelle, la seule chose que les passagers veulent, c'est pouvoir voler directement de Libreville à Dakar ou de Libreville à Kinshasa sans être obligé de transiter par Nairobi, Johannesburg ou Paris. Donc, que peut-on faire alors pour améliorer les choses dans le secteur aéronautique en Afrique? Eh bien, je dirais que la meilleure façon, Ethiopian Airlines d'ailleurs nous a montré la voie. Je pense qu'il faut aussi créer une autre ligne aérienne occidentale, Afrique occidentale, mais elle ne doit pas être menée par le gouvernement. Est-ce que vous vous intéressez à l'énergie solaire aussi parmi les énergies alternatives? Quels seraient là les paramètres clés pour décider d'un investissement judicieux en Afrique? Alors, il faut comparer directement en fait l'énergie solaire à l'énergie du diesel. En réalité, je pense que pour que de vraies opportunités se dégagent, eh bien, pour les villes ou les villages qui ne sont pas connectés au réseau, c'est là que toute la valeur ajoutée est à saisir. Alors, je crois qu'on nous pousse déjà tout doucement en dehors. Il ne nous reste plus qu'1 minute 30 secondes pour ce débat. Si vous aviez 5 pronostics pour l'Afrique, Rob, en tant qu'investisseur, pourriez-vous nous les communiquer? Eh bien, 4 pronostics et une recommandation, je dirais. Ma première prévision, c'est que le Zimbabwe va faire faillite dans 6 à 12 mois. Je pense qu'en tant que pays, c'est fini. Elle a perdu tout repère moral. Ses politiques économiques sont devenues totalement insensées et ils n'ont plus aucune excuse ni justification de encore voir. Zimbabwe oublié au niveau financier. L'Angola, je pense, au cours des 5 prochaines années, dépassera le Nigeria en tant qu'économie basée sur l'exploitation du pétrole. Enfin, je pense que l'ANC se divisera en 2 au cours des 4 prochaines années. Zuma n'est pas le bon chef ou dirigeant pour de nombreuses raisons en Afrique du Sud. Et là, évidemment, j'ai toutes les raisons d'être extrêmement frustrée et déçue puisque c'est mon propre pays. Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous conseiller d'investir en Afrique du Sud. Il y a de bien meilleures opportunités du côté nord de nos frontières, ici au Gabon et ailleurs. Et enfin, ma dernière prédiction, je la réserve pour plus tard. En termes de recommandations maintenant, vendre l'Afrique en tant que continent dans son ensemble est trop ambitieux. Il y a 54 pays différents et c'est trop difficile comme image de marque à ce stade-ci. Donc, il vaut mieux compter sur les 4 ou 5 sous-régions naturelles, francophones, orientales, occidentales, peut-être l'Afrique du Sud, indépendamment du reste, et puis l'Afrique lusophone. Et essayons de vendre, commercialiser, marketing et brander, vous utilisez des termes bien franglais, ces régions-là, parce que c'est impossible de vendre le package africain d'un seul coup. Et enfin, ma dernière précision, le Cameroun va remporter la Coupe mondiale. Merci de votre attention. Bien, je crois qu'on peut peut-être quand même laisser la salle poser 1 ou 2 questions avant de passer au panel suivant. Oui, je crois que tout le monde a faim. C'est probablement la pause déjeuner qu'ils annoncent, non? Je me dirige vers la sortie. Bon, tant pis, mais merci beaucoup. That was short. Oh my God. I am Africa.